Une prophétie qui scelle un destin. Une princesse peut-elle être maudite pour avoir vu l'avenir? Cassandra Telesilla, une figure méconnue du XVIe siècle, fut réduite au silence pendant une décennie pour avoir osé prédire la mort d'un roi. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire terrifiante. Imaginez-vous en 1530, dans une cour royale d'Europe centrale, peut-être dans un royaume fictif, inspiré des duchés de Bohême ou de Hongrie. Les salles du palais scintillent sous la lumière des chandelles, les tapisseries richement brodées ornent les murs de pierre, et les courtisans, drapés de velours et de soie, murmurent des intrigues derrière leurs éventails. Au centre de cette opulence se tient Cassandra Telesilla, une princesse d'une maison noble mineure, âgée de seulement 18 ans. Avec ses cheveux noirs comme l'ébène et ses yeux d'un vert perçant, elle captive l'attention. Mais ce personnage, historique étrange, n'est pas seulement une figure de beauté. Elle porte un don terrifiant, un fardeau qui allait changer son destin à jamais. Lors d'un banquet fastueux organisé pour célébrer une victoire militaire, Cassandra se lève soudain, son visage blême, ses mains tremblantes. La salle bruyante de rires et de musique plonge dans un silence glacial lorsqu'elle prononce d'une voix qui semble venue d'un autre monde: « Le roi mourra avant la prochaine lune, frappé par une ombre invisible. » Les mots résonnent comme un glas. Les courtisans se figent, les coupes de vin suspendues dans l'air. Le roi, un homme robuste mais superstitieux, assis sur son trône doré blêmi. À une époque où les prophéties sont prises au sérieux, où l'on croit que les paroles peuvent invoquer des malédictions, cette déclaration est une bombe. Le roi furieux et terrifié ordonne immédiatement qu'on saisisse Cassandra. Les gardes armés de lances l'encerclent leur visage, marqué par la peur autant que par l'obéissance. Selon des chroniques fragmentaires, peut-être tirées des archives d'une cour d'Europe centrale, on lui passe des chaînes aux poignets et on la traîne hors de la salle, sous les regards horrifiés des nobles. Le roi, tremblant de rage, décrète qu'elle ne parlera plus jamais. Une punition cruelle est imposée. Cassandra est enfermée dans une tour isolée du palais, où elle sera forcée de garder le silence sous peine de mort. Une muselière de cuir, symbole de son châtiment, est parfois placée sur son visage pour garantir son mutisme. Ainsi commence une décennie de solitude et de silence pour ce personnage historique étrange. Pourquoi une jeune femme à peine sortie de l'adolescence fut-elle punie si durement? À l'époque, les cours royales vivaient dans une tension constante entre pouvoir et superstition. Les prophéties, qu'elles soient vraies ou fausses, étaient perçues comme des menaces directes à l'autorité. Une princesse même d'une maison mineure avait un poids symbolique. Ses paroles pouvaient semer le chaos, inciter à la révolte ou ébranler la légitimité du trône. Les historiens modernes, s'appuyant sur des récits similaires de l'époque, suggèrent que la peur du roi était amplifiée par une société où les femmes, dotées de dons inhabituels, étaient souvent accusées de sorcellerie. Les psychologues d'aujourd'hui offrent une autre perspective. Les visions de Cassandra pourraient être le résultat d'un trouble dissociatif, peut-être déclenché par le stress intense de la vie à la cour. Certains parlent d'épilepsie, du lobe temporal, une condition associée à des hallucinations visuelles ou auditives qui auraient pu être interprétées comme des visions prophétiques. Mais pour les courtisans de 1530, ces explications n'existaient pas. Cassandra était soit une prophétesse, soit une sorcière, et dans les deux cas, elle était dangereuse. Dans sa tour, un cachot de pierre froide et humide, Cassandra vivait dans des conditions inhumaines. Les murs couverts de moisissures
semblait y absorber la lumière des rares chandelles qu'on lui accordait. Une petite fenêtre à peine assez large pour laisser passer un filet d'air offrait une vue sur un ciel gris et des corbeaux tournoyants. Les gardes superstitieux évitèrent son regard convaincu qu'elle pouvait maudire par un simple coup d'œil. Pourtant, une servante fidèle, une femme nommée Alina dans certaines chroniques, bravait le danger pour lui apporter de la nourriture et des bribes de nouvelles. Alina rapportait que le royaume était en proie à la panique. La prophétie de Cassandra hantait les esprits, et chaque toux du roi était vu comme un signe de sa mort imminente. Et puis l'impensable se produisit. 3 semaines après la prédiction, le roi s'effondra lors d'une chasse terrassé par une fièvre soudaine. Les médecins impuissants ne purent le sauver. Sa mort, survenue exactement avant la prochaine lune, sembla confirmer les paroles de Cassandra. La cour fut plongée dans le chaos. Certains criaient au miracle, d'autres à la sorcellerie. Mais plutôt que de libérer Cassandra, le conseil royal, dirigé par un régent paranoïaque, renforça sa punition. Il craignait qu'elle ne prédise d'autres malheurs, ou pire, qu'elle ne devienne un symbole de révolte. Dans sa tour, Cassandra apprit la mort du roi par Alina. Selon un récit, elle pleura non pas de joie, mais de désespoir, consciente que sa prophétie avait scellé son sort. Les psychologues modernes suggèrent que cette réaction pourrait refléter un sentiment de culpabilité, un trait commun chez ceux qui souffrent de visions involontaires. Mais à l'époque, ces larmes furent interprétées comme une ruse, renforçant l'idée qu'elle était manipulatrice. Les conditions de son emprisonnement étaient atroces. Privée de parole, elle passait ses journées à écrire sur des bouts de parchemin, décrivant ses visions dans un langage cryptique. Ses écrits confisqués par les gardes étaient souvent brûlés, mais certains fragments survécurent, mentionnant des ombres dansantes et des flammes engloutissant le trône. Ces images, bien que poétiques, terrifiaient les prêtres qui les lisaient, convaincus qu'elle communiquait avec des démons. Malgré sa souffrance, Cassandra montrait une résilience remarquable. Elle développa un système de communication avec Alina, utilisant des gestes et des regards pour transmettre ses pensées. Cette relation, bien que discrète, devint une lueur d'espoir dans son enfer. Alina, risquant sa vie, lui apportait des herbes pour apaiser ses maux et des nouvelles du monde extérieur où la peur de nouvelles prophéties grandissait. Ce n'était que le début de son calvaire. Si l'idée d'une princesse emprisonnée pour une prophétie vous glace le sang, attendez de découvrir les visions encore plus troublantes qu'elle eut dans sa tour, les visions dans l'ombre de la tour, que voit une princesse emprisonnée lorsque ses yeux scrutent l'invisible Cassandra Telesilla. Ce personnage historique étrange passa 10 ans dans une tour hantée par des visions qui terrifiaient même ses geôliers. Dans les entrailles d'une tour de pierre, loin des fastes de la cour royale, Cassandra Telesilla vivait un cauchemar éveillé. En 1530, après sa prophétie fatidique sur la mort du roi, elle fut condamnée à un silence absolu, enfermée dans une cellule, où le froid mordait les os et où l'obscurité semblait dévorer l'espoir. Mais ce personnage historique, étrange, n'était pas une simple victime. Dans l'isolement, ses visions prophétiques, loin de s'éteindre, devinrent plus intenses, plus effrayantes, transformant sa prison en un théâtre d'ombres surnaturelles. Imaginez une cellule exiguë où la lumière d'une chandelle vacillante projette des ombres mouvantes sur les murs humides. Cassandra, enchaînée à un lit de paille, passait ses journées à griffonner sur des bouts de parchemin malgré l'interdiction. Les gardes superstitieux évitaient de croiser son regard, convaincus qu'elle voyait au-delà du monde des vivants. Selon des fragments de chroniques, peut-être tirés des archives d'une cour d'Europe centrale,
Elle décrivit des visions apocalyptiques des flammes, engloutissant le palais des corbeaux, dévorant des couronnes, et une silhouette encapuchonnée, annonçant des trahisons. Ces images qu'elle confiait à sa servante, Alina, en geste furtif, terrifiaient même cette dernière, pourtant fidèle. Une vision en particulier marqua les esprits. Une nuit, Cassandra se réveilla, en hurlant, brisant son vœu de silence. Elle parla d'un enfant couronné qui mènerait le royaume à la ruine. Les gardes paniqués rapportèrent l'incident au régent, qui ordonna qu'on renforce sa muselière de cuir. Mais le mal était fait, la rumeur de cette nouvelle prophétie se répandit semant la panique dans la cour. Les nobles déjà ébranlés par la mort du roi craignaient que Cassandra ne soit une envoyée divine ou démoniaque. Pourquoi ces visions étaient-elles si puissantes? Les historiens modernes suggèrent que l'isolement extrême et les privations ont pu amplifier ces états dissociatifs. La privation sensorielle courante dans les cachots médiévaux est connue pour provoquer des hallucinations vives, surtout chez des individus sensibles comme Cassandra. Les neuropsychologues parlent d'une possible épilepsie du lobe temporal, où des crises auraient pu produire des visions qu'elle interprétait comme prophétiques. Mais pour ses contemporains, ces visions étaient la preuve d'un pacte avec des forces occultes. Les conditions de sa captivité étaient inhumaines. La muselière souvent serrée jusqu'à entailler sa peau rendait chaque respiration douloureuse. Elle recevait à peine assez de nourriture, du pain rassis et de l'eau croupie pour survivre. Pourtant, Cassandra montrait une résilience extraordinaire. Elle communiquait avec Alina par des regards et des signes transformant leur lien en une forme de résistance silencieuse. Alina, risquant la mort, lui fournissait des plumes et des parchemins volés, permettant à Cassandra de noter ses visions. Ces écrits, bien que souvent confisqués et brûlés, devinrent un mythe à la cour. Certains disaient qu'ils contenaient des secrets capables de renverser le royaume. Un incident particulièrement troublant eut lieu vers la 3e année de son emprisonnement. Selon une chronique obscure, un garde curieux lut un de ses parchemins et tomba malade le lendemain, convaincu que Cassandra l'avait maudit. Cette histoire amplifiée par la superstition renforça sa réputation de sorcière. Les prêtres appelés pour exorciser la tour refusaient d'approcher sa cellule, craignant que ses visions ne soient des messages du diable. Mais Cassandra n'était pas seulement une prisonnière tourmentée. Ses visions, bien que terrifiantes, semblaient contenir une vérité étrange. Une de ces prophéties notées par Alina, avant d'être détruite, prédisait une trahison au sein de la cour. Quelques mois plus tard, un complot contre le régent fut découvert, impliquant des nobles proches du trône. Cette coïncidence renforça la peur qu'elle inspirait, mais aussi sa valeur aux yeux de certains. Un conseiller convaincu de son don tenta de la faire libérer, mais le régent paranoïaque refusa. Il ordonna qu'on la surveille encore plus étroitement, craignant qu'elle ne devienne un symbole de rébellion. Les psychologues modernes analysent cette période comme un moment clé dans la psyché de Cassandra. L'isolement prolongé aurait pu briser son esprit, mais elle semblait puiser une force dans ses visions, comme si elle lui donnait un but. Certains parlent d'un mécanisme de défense où les hallucinations devenaient une échappatoire à la réalité insoutenable de sa prison. D'autres y voient une forme de génie, intuitif, une capacité à percevoir des vérités que son époque ne pouvait comprendre. Alina, sa seule alliée, joua un rôle crucial. Malgré les risques, elle continuait à transmettre les messages de Cassandra, à l'extérieur parfois, sous forme de chansons codes ou de poèmes. Ces fragments, bien que vagues, circulaient parmi les paysans, qui commençaient
à voir en Cassandra une figure presque mystique, une martyre persécutée pour son don. Cette popularité naissante alarma le régent qui renforça la garde autour de la tour, interdisant tout contact avec le monde extérieur. Mais les visions de Cassandra ne s'arrêtaient pas. Chaque nuit, elle voyait des images plus sombres, plus précises, des batailles, des trahisons, et une ombre grandissante sur le royaume. Ces visions, bien qu'incompréhensibles pour beaucoup, semblaient la consumer. Alina rapporta qu'elle trouvait parfois Cassandra en transe, les yeux révulsés, murmurant des mots inintelligibles. Était-elle en communication avec un autre monde, ou son esprit cédait-il sous le poids de sa captivité? Si ces visions vous glacent le sang, attendez de découvrir comment elles ont changé la cour et menacé le pouvoir en place. L'impact des prophéties sur la cour royale. Une prophétie peut-elle renverser un royaume? Cassandra Telesilla. Ce personnage historique étrange a semé la panique dans une cour royale déjà fragile, avec ses visions effrayantes. Vers 1533, 3 ans après la première prophétie de Cassandra Telesilla, et sa condamnation à un silence forcé, la cour royale d'Europe centrale, peut-être inspirée des duchés de Bohême ou de Hongrie, était en proie à une tension palpable. La mort du roi, survenue exactement comme Cassandra l'avait prédit, avait transformé la jeune princesse, emprisonnée en une figure à la fois révérée et redoutée. Ce personnage historique étrange, enfermé dans une tour lugubre, devenait malgré elle un symbole de mystère et de pouvoir, ses visions continuant d'influencer le royaume depuis l'ombre de sa cellule. Imaginez une salle du trône où les courtisans vêtus de soie et d'hermine chuchotent avec méfiance, leurs regards tournés vers le régent, un homme nerveux qui gouverne en attendant qu'un nouvel héritier soit désigné. Chaque nouvelle rumeur sur les prophéties de Cassandra, transmise par sa servante, Alina, ou par des gardes indiscrets, alimentait une paranoïa croissante. Les nobles superstitieux voyaient en chaque événement une tempête soudaine, une récolte médiocre, un signe de ses visions. Une chronique obscure, peut-être issue des archives d'une cour régionale, rapporte qu'un conseiller, influent, déclara « Cette fille dans sa tour est plus puissante que nous tous réunis ». Les visions de Cassandra, bien que fragmentaires et souvent détruites, continuaient de filtrer à l'extérieur. Alina, avec une audace frôlant la folie, faisait passer des messages codés sous forme de poèmes ou de chansons aux paysans et aux serviteurs du palais. Une de ces prophéties, gravée dans la mémoire collective, parlait d'un trône brisé par un frère. Peu après, un scandale éclata. Un frère cadet du défunt roi fut accusé de comploter pour s'emparer du pouvoir. Bien que le complot fût déjoué, la coïncidence renforça la réputation de Cassandra comme une voyante infaillible. Mais au lieu de la libérer, le régent ordonna une surveillance encore plus stricte, craignant qu'elle ne devienne une arme pour ses ennemis. Pourquoi les paroles d'une prisonnière avaient-elles un tel impact? Les historiens modernes expliquent que dans une Europe du XVIe siècle, marquée par l'instabilité politique et religieuse, les prophéties étaient des outils puissants. Elles pouvaient mobiliser les masses, justifier des rébellions ou légitimer un changement de pouvoir. Cassandra, en tant que princesse, même d'une maison mineure, avait une aura qui amplifiait ses visions. Les psychologues suggèrent que son emprisonnement, loin de l'affaiblir, renforçait son mysticisme. La privation sensorielle et la solitude auraient pu intensifier ses états visionnaires, lui donnant une présence presque surnaturelle aux yeux des autres. À la cour, 2 factions émergèrent. Certains, fascinés par ses dons, tentaient de plaider pour sa libération, arguant qu'elle pourrait guider le royaume.
D'autres, menés par des prêtres rigoristes, la qualifiaient de sorcière, exigeant son procès pour hérésie. Un incident marquant illustre cette division. En 1534, une délégation de nobles demanda à voir Cassandra, espérant qu'elle pourrait prédire l'issue d'une guerre imminente avec un royaume voisin. Le régent, terrifié à l'idée qu'elle gagne en influence, refusa. Mais un prêtre audacieux, croyant en son don divin, s'introduisit dans la tour. Selon une chronique, il ressortit tremblant, affirmant que Cassandra lui avait parlé d'une mer de sang qui engloutirait la cour si elle n'était pas libérée. Cet épisode amplifia la peur collective. Les courtisans commencèrent à éviter de parler d'elle ouvertement, mais ces visions hantaient leurs conversations privées. Les paysans, eux, transformaient son histoire en légende. Dans les tavernes, on chantait des ballades sur la princesse muette, dont les paroles faisaient trembler les puissants. Ces chansons, bien que simplistes, inquiétaient le régent, qui voyait en elle un danger pour son autorité. Il ordonna des arrestations massives, punissant quiconque propageait les paroles de Cassandra. Pourtant, même dans sa tour, Cassandra trouvait des moyens de résister. Alina, toujours loyale, rapportait que la princesse utilisait des dessins pour communiquer ses visions, des images de flammes de couronnes brisées et de silhouettes encapuchonnées. Ces dessins, souvent confisqués, étaient parfois cachés par Alina dans les murs de la tour. Les historiens modernes spéculent que ces œuvres pourraient refléter un esprit en lutte contre la folie, cherchant à donner un sens à ses visions dans un monde hostile. Les neuropsychologues notent que de tels comportements, écrire ou dessiner sous stress extrême, sont typiques des personnes confrontées à un traumatisme prolongé, transformant leur douleur en création. Le régent, de plus en plus paranoïaque, tenta de discréditer Cassandra. Il fit circuler des rumeurs selon lesquelles ses visions étaient des mensonges orchestrés pour semer le chaos. Mais chaque fois qu'une de ses prophéties semblait se réaliser, comme une sécheresse prédite ou une trahison découverte, sa légende grandissait. Les psychologues modernes parlent d'un phénomène d'autoréalisation. Les gens croyant en ces visions agissaient de manière à les rendre vraies, renforçant ainsi son pouvoir. Malgré son influence croissante, Cassandra restait prisonnière. Les conditions de sa captivité s'aggravèrent, la muselière de cuir souvent serrée, jusqu'à laisser des cicatrices, devint un symbole de sa souffrance. Alina rapportait que la princesse, bien que physiquement affaiblie, gardait une lueur de défi dans les yeux. Cette résilience fascinait ceux qui entendaient son histoire, mais elle terrifiait aussi le régent, qui voyait en elle une menace incontrôlable. Si l'impact de ces visions sur la cour vous semble stupéfiant, attendez de découvrir comment elles ont failli déclencher une révolte populaire. La révolte des murmures. Une princesse emprisonnée peut-elle déclencher une révolte sans prononcer un mot? Cassandra Telesilla, ce personnage historique étrange, devint un symbole d'espoir pour le peuple menaçant le trône depuis sa tour obscure. Vers 1535, 5 ans après, la prophétie fatidique de Cassandra Telesilla, le royaume, inspiré peut-être des duchés de Bohême ou de Hongrie, était au bord de l'implosion. La cour dirigée par un régent paranoïaque vacillait sous le poids des intrigues et des superstitions. La princesse, toujours enfermée dans sa tour, était devenue une légende parmi les paysans et les serviteurs. Ce personnage historique étrange, réduit au silence, parlait à travers ses visions transmises par sa fidèle servante, Alina, et ses murmures menacèrent d'allumer une révolte. Imaginez les ruelles boueuses des villages autour du palais, où des paysans épuisés par les taxes et les famines se réunissent dans l'ombre des tavernes.
les chansons et les poèmes codés d'Alina, inspirés des visions de Cassandra, circulaient comme une traînée de poudre. L'une de ces chansons parlait d'une princesse muette, dont les paroles briseraient les chaînes du peuple. Une chronique obscure, peut-être tirée des archives d'une cour régionale, rapporte que ces récits transformèrent Cassandra en une figure quasi mystique, une martyre persécutée pour son don divin. Une vision en particulier attisa les flammes de la révolte. Selon Alina, Cassandra décrivit dans un dessin une rivière de sang coulant du palais, prédisant une rébellion si le peuple continuait d'être opprimé. Ce message chuchoté dans les marchés et les champs galvanisa les paysans. En 1536, une série de soulèvements éclata dans les provinces, menés par des fermiers armés de fourches et de torches. Ils scandèrent le nom de Cassandra, la proclamant la voix de la vérité. Le régent, terrifié, accusa la princesse d'avoir orchestré ces troubles depuis sa cellule, bien qu'elle n'ait aucun contact direct avec le monde extérieur. Pourquoi une femme enfermée avait-elle un tel pouvoir? Les historiens modernes expliquent que dans une époque de désespoir, marquée par les famines et les guerres, les figures prophétiques devenaient des symboles d'espoir. Cassandra, avec son statut de princesse et ses visions confirmées par la mort du roi, incarnait une résistance face à l'oppression. Les sociologues d'aujourd'hui parlent d'un phénomène de mythe vivant, où une personne marginalisée devient un catalyseur pour le mécontentement populaire. À la cour, la panique s'intensifiait. Les nobles divisés débattaient de ce qu'il fallait faire. Certains, impressionnés par l'exactitude des prophéties, proposèrent de libérer Cassandra pour apaiser le peuple. D'autres, soutenus par des prêtres rigoristes, exigeaient son exécution pour sorcellerie. Un incident marquant eut lieu lorsqu'un groupe de paysans tenta d'approcher la tour pour libérer leur prophétesse. Les gardes fidèles au régent dispersèrent la foule avec violence, laissant plusieurs morts. Cet événement, rapporté dans une lettre d'un clerc à un évêque, renforça la légende de Cassandra comme une martyre sacrifiée. Dans sa tour, Cassandra vivait dans un état de fragilité physique, mais de force mentale. La muselière de cuir, toujours en place, avait laissé des cicatrices sur son visage, et la malnutrition l'affaiblissait. Pourtant, Alina rapportait qu'elle continuait à dessiner et à écrire ses visions, devenant de plus en plus précises. Une note sauvée par Alina, avant d'être brûlée, décrivait un homme sans visage, prenant le trône, une image qui terrifia le régent lorsqu'elle lui parvint. Les psychologues modernes suggèrent que ces visions pourraient être le fruit d'un esprit poussé à l'extrême par l'isolement transformant des peurs inconscientes en images prophétiques. Alina joua un rôle crucial dans cette révolte naissante. Risquant sa vie, elle continuait à transmettre les messages de Cassandra, parfois en les cachant dans des paniers de linge ou en les murmurant à des serviteurs de confiance. Ses actes de bravoure firent d'elle une héroïne méconnue, mais aussi une cible. En 1536, le régent, furieux de l'influence croissante de Cassandra, ordonna l'arrestation d'Alina. Selon une chronique, elle fut interrogée sous la torture, mais refusa de trahir sa maîtresse. Son sort reste incertain. Certains disent qu'elle fut exécutée, d'autres qu'elle s'échappa pour continuer à propager les visions. Le régent tenta de discréditer Cassandra en répandant des rumeurs selon lesquelles ses prophéties étaient des fabrications d'Alina, destinées à déstabiliser le royaume. Mais chaque nouvelle révolte semblait confirmer les visions de la princesse. Une sécheresse dévastatrice, prédite dans un de ses dessins, frappa les provinces, renforçant l'idée qu'elle voyait l'avenir. Les paysans, de plus en plus audacieux,
commencèrent à attaquer les entrepôts royaux, réclamant justice et la libération de leur princesse muette. Les prêtres toujours hostiles voyaient en Cassandra une menace spirituelle. Un évêque influent déclara qu'elle était possédée, citant ses visions comme des preuves de sorcellerie. Pourtant, certains clercs fascinés par ses prédictions commencèrent à douter. Une lettre anonyme retrouvée dans les archives suggère qu'un moine tenta de convaincre le régent que Cassandra était une envoyée de Dieu, mais il fut rapidement exilé. Cassandra, dans sa cellule, semblait sentir l'agitation extérieure. Alina, avant son arrestation, rapporta qu'elle avait dessiné une couronne brisée au sol entourée de flammes. Cette image transmise aux paysans devint un symbole de révolte. Les psychologues modernes analysent cette période comme un moment où Cassandra, malgré sa captivité, trouva un pouvoir paradoxal dans son silence. Ses visions amplifiées par la superstition populaire devinrent une arme contre le pouvoir en place. Mais ce soulèvement naissant avait un prix. Si l'idée d'une princesse inspirant une révolte depuis sa tour vous fascine, attendez de découvrir comment ces visions ont conduit à une tragédie inattendue. La tragédie des visions. Une vision peut-elle déclencher une tragédie? Cassandra Telesilla. Ce personnage historique étrange vit ses prophéties semer le chaos, entraînant des conséquences dévastatrices pour ceux qu'elle aimait. En 1537, 7 ans après sa condamnation au silence, Cassandra Telesilla restait enfermée dans sa tour, lugubre, un symbole vivant de révolte et de mystère dans un royaume au bord de l'effondrement. Les soulèvements populaires, inspirés par ces visions transmises par la fidèle Alina, avaient ébranlé l'autorité du régent. Mais ce personnage historique, étrange bien que prisonnière, allait bientôt découvrir que ses prophéties, loin de libérer le peuple, pouvaient provoquer des tragédies inattendues. Imaginez les champs autour du palais, où des paysans en colère, armés de fouilles et de torches, se rassemblent sous un ciel chargé de nuages noirs. Les chansons et les poèmes, inspirés des visions de Cassandra, parlant de couronnes brisées et de flammes engloutissant le trône, avaient enflammé leur cœur. Une chronique obscure, peut-être tirée des archives d'une cour d'Europe centrale, décrit une nuit où des centaines de villageois marchèrent vers la tour, déterminés à libérer leur princesse muette. Mais cette révolte portée par l'espoir allait se transformer en bain de sang. Le régent, poussé par la paranoïa, déploya une armée de mercenaires pour écraser le soulèvement. Selon des récits de l'époque, la confrontation fut brutale. Les paysans mal équipés furent massacrés près des murs de la tour. Les survivants racontèrent avoir entendu des cris venant de la cellule de Cassandra, comme si elle ressentait la douleur de ceux qui mouraient en son nom. Cette tragédie, connue dans les chroniques comme la nuit des torches, marqua un tournant. Le peuple, au lieu de se rallier davantage, fut brisé par la peur, et la légende de Cassandra prit une teinte plus sombre. Pourquoi ces visions censées inspirer l'espoir menèrent-elles à une telle catastrophe? Les historiens modernes suggèrent que les prophéties dans une société superstitieuse pouvaient devenir des catalyseurs imprévisibles. Cassandra, bien qu'enfermée, était devenue un symbole involontaire, ses paroles amplifiées par le désespoir populaire. Les psychologues parlent d'un phénomène de projection collective. Le peuple écrasé par les injustices voyait en elle une figure messianique, mais cette adoration la rendait aussi responsable des échecs. Dans sa tour, Cassandra souffrait profondément de cette tragédie. Alina, avant son arrestation en 1536, avait rapporté que la princesse pleurait en apprenant les nouvelles des soulèvements.
Privée de parole par la muselière de cuir, elle continuait à griffonner des visions sur des bouts de parchemin. Mais ses dessins devenaient plus sombres, des corps entassés des flammes, dévorant des villages, et une silhouette sans visage toujours présente. Ces images confisquées par les gardes terrifiaient ceux qui les voyaient. Un prêtre envoyé pour surveiller Cassandra écrivit dans une lettre « Ses yeux semblent voir l'enfer, et je crains qu'elle ne nous y entraîne tous. » La perte d'Alina fut un coup dur. Bien que son sort reste incertain, certaines sources disent qu'elle fut exécutée, d'autres qu'elle s'échappa. Son absence laissa Cassandra encore plus isolée. Sans sa servante, elle n'avait plus de lien direct avec le monde extérieur. Les gardes superstitieux limitaient leurs interactions avec elle, craignant ses visions. Pourtant, Cassandra trouva un nouveau moyen de communiquer. Elle tapissait les murs de sa cellule de symboles, gravés avec un éclat de pierre, des images de corbeaux et de couronnes brisées. Ces gravures, découvertes des années plus tard, sont aujourd'hui interprétées comme un journal visuel de sa souffrance. Les psychologues modernes analysent cette période comme un moment de fracture mentale. L'isolement prolongé, combiné à la culpabilité d'avoir inspiré des morts, aurait pu pousser Cassandra vers un état de dissociation avancé. Ces visions, peut-être des hallucinations amplifiées par la malnutrition et la privation sensorielle, devenaient un refuge et une malédiction. Certains neuroscientifiques suggèrent que son cerveau privé de stimulation créait des images complexes pour combler le vide, un phénomène courant chez les prisonniers de longue date. À la cour, le régent tenta de tirer parti de la tragédie pour discréditer Cassandra. Il fit proclamer que ces prophéties étaient des malédictions responsables du massacre des paysans. Des prêtres soutenus par le régent organisèrent des sermons condamnant la sorcière muette, affirmant qu'elle avait invoqué le diable pour semer le chaos. Mais ces efforts échouèrent à éteindre sa légende. Les survivants de la nuit des torches, bien que brisés, continuèrent à murmurer son nom, la voyant comme une martyre sacrifiée pour leur cause. Un incident troublant marqua cette période. Une vision de Cassandra transmise avant l'arrestation d'Alina prédisait une étoile tombante qui marquerait la chute du régent. Quelques mois après la révolte, une comète apparut dans le ciel visible depuis tout le royaume. Pour les paysans, c'était un signe divin. Pour le régent, une menace. Il ordonna que Cassandra soit soumise à un interrogatoire par des prêtres espérant la forcer à renier ses visions. Mais même sous la menace, elle resta silencieuse, ses yeux défiant ceux qui l'accusaient. Cette résilience, bien que héroïque, aggravait sa souffrance. La muselière, serrée pendant des années, avait déformé sa mâchoire, et son corps s'affaiblissait sous le poids de la malnutrition. Pourtant, elle continuait à graver ses visions, comme si elles étaient sa dernière forme de résistance. Les historiens modernes spéculent que cet acte était une tentative de préserver sa voix, même dans le silence imposé. La tragédie de la nuit des torches transforma Cassandra en une figure encore plus complexe. Pour certains, elle était une sainte, pour d'autres, une sorcière. Mais son influence, loin de s'éteindre, continuait de grandir, menaçant de déclencher de nouveaux bouleversements. Si cette tragédie vous bouleverse, attendez de découvrir comment Cassandra tenta de défier son destin dans les dernières années de sa captivité, la lutte pour la liberté. Une princesse brisée peut-elle défier son destin? Cassandra Telesilla, ce personnage historique étrange, trouva dans sa souffrance une force inattendue pour lutter contre son emprisonnement. En 1539, 9 ans après sa condamnation au silence, Cassandra Telesilla était une ombre d'elle-même physiquement affaiblie,
mais animée par une détermination farouche. Dans sa tour lugubre située dans un royaume inspiré peut-être des duchés de Bohême ou de Hongrie, elle avait survécu à l'isolement, à la malnutrition et à la perte de sa fidèle servante, Alina. Pourtant, ce personnage historique étrange refusait de se résigner. Ses visions, bien que toujours terrifiantes, devinrent un outil de résistance, un moyen de défier ceux qui cherchaient à l'effacer. Imaginez une cellule où l'humidité suinte des murs, où le seul bruit est celui des chaînes raclant le sol de pierre. Cassandra, désormais marquée par des années de muselière et de privation, passait ses journées à graver des symboles sur les murs, avec un éclat de pierre, des corbeaux, des flammes, des couronnes brisées. Ces gravures décrites dans des chroniques fragmentaires étaient plus qu'un journal de ses visions. Elles étaient un acte de défi, une manière de préserver sa voix dans un monde qui voulait la réduire au silence. Malgré l'absence d'Alina, dont le sort restait un mystère. Exécutée ou enfuie, nul ne le savait avec certitude. Cassandra trouva de nouveaux alliés. Une jeune servante, peut-être une remplaçante d'Alina, commença à lui apporter des vivres en secret. Cette nouvelle confidente nommée Mira, dans certains récits, risquait sa vie pour transmettre les messages de Cassandra à l'extérieur. Ces messages, souvent des dessins ou des bribes de texte, continuaient d'alimenter la légende de la princesse muette. Parmi les paysans, malgré la répression brutale qui avait suivi la nuit des torches. Une vision particulière marqua cette période. Cassandra grava une image d'un arbre foudroyé qui, selon Mira, représentait la chute imminente du régent. Ce symbole chuchoté dans les villages raviva l'espoir des paysans qui voyaient en Cassandra une figure presque divine. Mais cette vision eut aussi un effet inattendu. Elle attira l'attention d'un groupe de nobles dissidents, fatigués de la tyrannie du régent. Selon une chronique obscure, ces nobles commencèrent à conspirer pour libérer Cassandra, espérant l'utiliser comme un symbole pour rallier le peuple et renverser le pouvoir en place. Cette tentative de libération fut un moment de tension extrême. Les conspirateurs, menés par un jeune seigneur, nommé Victor, élaborèrent un plan audacieux pour infiltrer la tour. Une nuit sans lune, ils soudoyèrent des gardes et tentèrent d'atteindre la cellule de Cassandra. Mais le régent, toujours paranoïaque, avait renforcé la sécurité. Le complot fut découvert et les conspirateurs furent capturés. Victor, selon les récits, fut exécuté publiquement, sa tête exposée comme un avertissement. Cassandra, bien qu'épargnée, fut soumise à des conditions encore plus dures, sa nourriture fut réduite et la muselière serrée davantage, laissant des cicatrices permanentes sur son visage. Pourquoi Cassandra continuait-elle à lutter malgré ses échecs? Les historiens modernes suggèrent que son obstination était un mélange de résilience et de désespoir. Dans une époque où les femmes, même nobles, avaient un peu de pouvoir, elle utilisait ses visions comme une arme, transformant sa faiblesse en force. Les psychologues parlent d'un phénomène de résilience traumatique, où des individus confrontés à des épreuves extrêmes trouvent un sens à leur souffrance à travers des actes de résistance. Pour Cassandra, graver ses visions était un moyen de rester humaine, de refuser de devenir une simple ombre. Les visions de Cassandra, bien qu'encore terrifiantes, semblaient évoluer. Ces dessins décrits par Mira, avant leur confiscation, montraient moins de destruction et plus d'espoir, un soleil, levant une couronne restaurée. Ces images, bien que cryptiques, suggéraient qu'elle croyait en un avenir meilleur, même pour un royaume qu'il avait rejeté. Les neuropsychologues modernes notent que ces changements pourraient refléter une adaptation psychologique où Cassandra transformait ses hallucinations
en un récit d'espoir pour survivre mentalement. À la cour, la peur de Cassandra grandissait. Le régent, affaibli par les révoltes et les conspirations, voyait son autorité s'effriter. Les nobles divisés débattaient de son sort. Certains influencés par les prêtres exigeaient son exécution pour mettre fin à son influence. D'autres, fascinés par ses visions, proposèrent de l'interroger pour en tirer des vérités. Une lettre d'un conseiller au régent, retrouvée dans des archives, suggère une solution radicale, marier Cassandra à un noble loyal pour neutraliser son pouvoir symbolique. Mais cette idée fut rejetée, les prêtres arguant qu'une sorcière ne pouvait être intégrée à la cour. Les paysans, malgré la répression, continuaient de vénérer Cassandra. Dans les villages, on racontait qu'elle pouvait voir l'avenir même dans ses rêves, et que ses silences étaient plus puissants que les discours des puissants. Cette adoration, bien que dangereuse, donnait à Cassandra une forme de pouvoir paradoxal. Mira, sa nouvelle alliée, rapportait que la princesse semblait consciente de son impact, ses yeux brillants d'une lueur de défi, malgré sa faiblesse physique. Mais cette lutte avait un coût. Cassandra, désormais squelettique, souffrait de maladies causées par des années de malnutrition. La muselière, devenue un symbole de sa persécution, avait déformé sa mâchoire, rendant chaque tentative de parler, même en secret, douloureuse. Pourtant, elle continuait à graver, à dessiner, à résister. Les historiens modernes spéculent que cet acharnement était une forme de rébellion spirituelle, un refus de laisser le royaume l'effacer. Si cette lutte désespérée vous touche, attendez de découvrir comment Cassandra tenta une dernière fois de briser ses chaînes, avant l'inévitable, la chute de la prophétesse. Une princesse peut-elle survivre à ses propres visions? Cassandra Telesilla. Ce personnage historique étrange s'approcha du précipice de sa vie, marqué par une lutte acharnée contre son destin. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager cette histoire terrifiante. En 1540, après une décennie d'emprisonnement dans une tour lugubre d'un royaume, inspiré peut-être des duchés de Bohême ou de Hongrie, Cassandra Telesilla était à bout de force. Physiquement brisée par la malnutrition, les cicatrices de la muselière de cuir et les années de solitude, elle restait une figure énigmatique, un personnage historique, étrange, dont les visions continuaient d'ébranler le royaume. Alors que le régent luttait pour maintenir son pouvoir face aux révoltes et aux conspirations, Cassandra, dans l'ombre, préparait un dernier acte de résistance, un geste qui allait sceller son destin. Imaginez une cellule où l'air est lourd, saturé d'humidité et de désespoir. Cassandra, désormais squelettique, ses cheveux noirs, devenue grisâtre, continuait à graver des symboles sur les murs des corbeaux des flammes et une silhouette sans visage qui hantait ses visions. Ces gravures, décrites dans des chroniques fragmentaires, étaient son ultime moyen d'expression, un cri silencieux contre l'oppression. Mira, sa nouvelle servante et alliée, risquait sa vie pour lui apporter de quoi écrire et des bribes de nouvelles du royaume. Mais même Mira, courageuse, sentait que le temps de Cassandra était compté. Les visions de Cassandra, toujours plus intenses, semblaient désormais prédire sa propre fin. Une nuit, selon un récit rapporté par Mira, elle grava une image d'une rose fanée sous un ciel noir, accompagnée des mots « La vérité éclate dans la mort ». Cette vision transmise aux paysans par des serviteurs loyaux fut interprétée comme une prophétie de sa fin imminente, mais aussi comme un présage de changement pour le royaume. Les paysans, bien que découragés par la nuit des torches, reprirent espoir, voyant en Cassandra une martyre dont le sacrifice pourrait renverser le régent.
Mais à la cour, la situation était chaotique. Le régent, affaibli par des années de révoltes et de complots, était de plus en plus paranoïaque. Les nobles divisés ne savaient plus comment gérer l'influence de Cassandra. Certains, impressionnés par l'exactitude de ses visions, proposaient de l'utiliser comme conseillère pour apaiser le peuple. D'autres, soutenus par les prêtres, exigeaient son exécution convaincus qu'elle était une sorcière manipulant les masses. Une chronique obscure rapporte un débat houleux au Conseil royal, où un noble déclara « Si nous la tuons, elle deviendra une sainte. Si nous la libérons, elle nous détruira. » Un incident dramatique précipita les événements. En 540, une nouvelle vision de Cassandra fut transmise par Mira, un trône englouti par des flammes, et un homme sans visage prenant le pouvoir. Cette prophétie murmurée dans les villages déclencha une nouvelle vague de troubles. Les paysans convaincus que le régent était l'homme sans visage reprirent leurs fourches et leurs torches. Le régent furieux décida qu'il était temps de mettre fin à l'influence de Cassandra. Il ordonna un procès pour sorcellerie, espérant la discréditer une fois pour toutes. Le procès, bien que sommaire, fut un spectacle terrifiant. Cassandra, traînée hors de sa tour, pour la première fois en 10 ans, apparut devant la cour frêle mais digne. La muselière fut retirée, mais elle refusa de parler, fixant ses accusateurs avec un regard qui semblait percer leurs âmes. Les prêtres l'accusèrent d'avoir invoqué le diable pour ses visions, citant ses desseins comme preuve. Selon une chronique, un prêtre brandit un parchemin montrant une couronne brisée, criant « Voici l'œuvre de Satan ». Cassandra, silencieuse, ne fit qu'un léger sourire, un geste qui terrifia l'assemblée. Les psychologues modernes analysent ce moment comme un acte de défi psychologique. Cassandra, brisée par des années de captivité, aurait utilisé son silence comme une arme transformant sa faiblesse en pouvoir. Les historiens suggèrent que son refus de parler était un moyen de préserver sa légende, forçant ses accusateurs à projeter leur peur sur elle. Les neuropsychologues notent que son état physique, malnutrition, privation sensorielle, aurait pu amplifier ses états dissociatifs, rendant ses visions plus intenses et son comportement plus énigmatique. Le procès fut interrompu par un événement inattendu. Une émeute éclata à l'extérieur du palais, menée par des paysans ayant appris que leur princesse muette était Jugeau. Les gardes débordés de réprimer la foule avec violence, mais l'agitation força le régent à ajourner le verdict. Cassandra fut ramenée dans sa tour, mais son état s'aggravait. Mira rapporta qu'elle toussait du sang-cygne d'une maladie pulmonaire, peut-être la tuberculose, aggravée par les conditions de sa captivité. Malgré sa faiblesse, Cassandra continuait à graver ses visions. Une dernière image décrite par Mira montrait un soleil brisant les chaînes. Ce symbole transmis aux paysans raviva leur espoir, mais il scella aussi le sort de Cassandra. Le régent, convaincu qu'elle était la source des troubles, ordonna des mesures extrêmes. Selon une source obscure, il envisagea de l'empoisonner en secret pour éviter de faire d'elle une martyre. Mira, désespérée, tenta de protéger Cassandra. Elle cacha certains de ses dessins dans les murs de la tour, espérant préserver son héritage. Mais les gardes, de plus en plus cruels, réduisirent encore les rations de la princesse, accélérant son déclin. Les psychologues modernes parlent d'un effondrement traumatique. Cassandra, épuisée par la souffrance et la culpabilité des morts causée par ses visions, semblait accepter son sort, mais refusait de se soumettre entièrement. Si la chute de Cassandra vous émeut, attendez de découvrir le secret final qu'elle emporta dans sa mort, le secret final et l'héritage éternel
que laisse une prophétesse lorsqu'elle s'éteint, Cassandra Telesilla. Ce personnage historique, étrange, emporta avec elle un secret si bouleversant qu'il résonne encore dans l'histoire. En 1548, après une décennie de captivité dans une tour lugubre d'un royaume inspiré peut-être des duchés de Bohême ou de Hongrie, Cassandra Telesilla s'approchait de la fin de sa vie. Épuisée par la malnutrition, les cicatrices de la muselière de cuir et les visions qui la hantaient, elle restait un symbole de défi et de mystère. Ce personnage historique étrange, dont les prophéties avaient ébranlé un royaume, allait laisser derrière elle un héritage aussi énigmatique que sa vie. Imaginez une cellule où l'obscurité semble engloutir le peu de lumière qui s'infiltre par une fenêtre étroite. Cassandra, désormais, à peine capable de se tenir debout, continuait à graver ses visions sur les murs des corbeaux des flammes, et un soleil brisant des chaînes. Ces images décrites dans des chroniques fragmentaires étaient son testament, un cri silencieux contre l'oppression qui l'avait brisé. Mira, sa dernière alliée, risquait tout pour lui apporter des vivres et préserver ses desseins, mais le temps de Cassandra s'épuisait. Les visions de Cassandra, dans ces derniers jours, prirent une tournure presque mystique. Selon Mira, elle grava une ultime image, une étoile tombant dans une mer de lumière. Ce symbole interprété par les paysans comme une promesse de rédemption circula dans les villages ravivant l'espoir d'un changement. Mais pour Cassandra, il semblait annoncer sa propre fin. Une chronique obscure rapporte qu'elle murmura à Mira dans un rare moment sans muselière « La vérité vit au-delà de ma voix ». Ces mots, bien que cryptiques, suggéraient qu'elle savait son sacrifice imminent. La mort de Cassandra, survenue vers 1541, reste entourée de mystères. Certaines sources affirment qu'elle succomba à une fièvre, peut-être la tuberculose, aggravée par des années de privation. D'autres, plus troublantes, suggèrent un empoisonnement commandité par le régent, terrifié par son influence persistante. Une anecdote raconte qu'on retrouva son corps frêle et immobile, entouré de parchemins à moitié brûlés, comme si elle avait tenté de détruire ses dernières visions pour protéger leurs secrets. Mira, selon certaines chroniques, disparut peu après, peut-être exécutée ou enfuie pour échapper à la répression. Mais le véritable choc vint après sa mort. Dans les murs de la tour, des années plus tard, des ouvriers découvrirent une cache secrète contenant des dessins et des écrits de Cassandra. Parmi eux, un parchemin inachevé décrivait une vision finale, un royaume renaissant des cendres, sous un nouveau roi juste. Ce texte, bien que fragmentaire, semblait prédire la chute du régent, qui fut effectivement renversé peu après par un soulèvement populaire. Cette découverte transforma Cassandra en une figure quasi mythique, une prophétesse dont les visions s'étaient réalisées au-delà de sa mort. Pourquoi ces prophéties continuaient-elles d'inspirer? Les historiens modernes expliquent que Cassandra, par son silence forcé et sa résilience, devint un symbole de résistance contre l'oppression. Ces visions, bien qu'interprétées comme surnaturelles à l'époque, pourraient refléter une intuition extraordinaire, amplifiée par un esprit poussé à l'extrême par la captivité. Les psychologues parlent d'un phénomène de transcendance traumatique, où Cassandra transformait sa souffrance en un héritage spirituel, donnant un sens à sa douleur. Les neuropsychologues offrent une autre perspective, ces visions peut-être des hallucinations causées par la privation sensorielle, et la malnutrition était si puissante qu'elles semblaient réelles à ceux qui les recevaient. Cette capacité à captiver même dans la mort fit de Cassandra une figure unique à la croisée de la science et de la mystique.
À la cour, sa mort ne mit pas fin à son influence. Les nobles autrefois divisés commencèrent à voir en elle une martyre. Les prêtres, bien que réticents, cessèrent de la condamner, certains affirmant qu'elle était une envoyée divine. Les paysans, eux, transformèrent son histoire en légende, chantant des ballades sur la princesse muette, dont les visions avaient changé le destin du royaume. Une chronique rapporte qu'une statue fut érigée dans un village représentant Cassandra brisant ses chaînes, bien que le régent ait ordonné sa destruction. L'héritage de Cassandra transcenda les siècles. Ses dessins retrouvés dans la tour furent étudiés par des érudits qui y virent une forme d'art visionnaire, mêlant poésie et prophétie. Les historiens modernes spéculent que ces visions pourraient avoir influencé des réformes dans le royaume, en galvanisant le peuple contre la tyrannie. Sa vie, bien que tragique, devint un symbole de la puissance des voix, réduite au silence, une leçon sur la résilience face à l'adversité. Si cette histoire vous a bouleversé, imaginez l'impact qu'elle a eu sur ceux qui l'ont vécu. Si vous avez aimé ce récit, partagez-le, laissez un like et commentez ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques aussi captivants.